Je vais tout de suite commencer, entrer dans le vif du sujet. Donc, merci d'abord. Je voudrais remercier la ville de Saint-Dizier et puis Étienne Clément de cette invitation. Vous remercier de vous voir aussi nombreux ce soir, bravant la pluie, le froid et je ne sais quoi. Et je suis très honorée de commencer ce cycle sur les forêts. Alors, vous allez voir, je vais essayer de vous présenter ce que c'est qu'une forêt, et on va faire un petit peu un voyage, peut-être pas tellement dans l'espace, mais surtout dans le passé. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis, comme c'est marqué, Stéphanie Thiebaud. Je suis directrice de recherche émérite au CNRS, et comme formation, je suis quelque chose d'un peu particulier. Je suis archéobotaniste et paléoécologue. C'est-à-dire que j'ai développé une technique qui est ce qu'on appelle l'anthracologie, donc les charbons de bois. Donc depuis 15 millénaires, les hommes préhistoriques, parce qu'ils font du feu, donc brûlent du bois pour se réchauffer, pour s'éclairer, etc. Et la particularité, c'est qu'en se carbonisant, le bois se conserve. Et donc en regardant au microscope, je vous la fais très très courte, on peut reconstituer toutes les forêts du passé, depuis 15 000 ans à peu près, et par là aussi les climats. Donc voilà, et donc je vais vous présenter un petit peu cette forêt, les forêts, la forêt avec toute son histoire, parce que on va en reparler, les usages, les représentations et ses enjeux. Alors ça va être très rapide, hein, on va discuter pendant 1 heure, parce que je pense qu'à la fin, ce serait bien d'avoir un petit échange ensemble. Hein. N'hésitez pas à poser des questions. Je vais faire l'impasse sur plein de choses, donc ne vous inquiétez pas. Et je pense que mes successeurs ici vous enseigneront aussi ou répondront à un certain nombre de choses. Et puis, je vais vous poser aussi des questions, donc on va pouvoir peut-être interagir tout au long de cette présentation. Alors, donc... je suis vraiment pour une nouvelle perception, puisque ça a été dit, ça vient d'être dit, la forêt est devenue depuis en fait une dizaine d'années un sujet de politique majeure de nos sociétés qui sont, on le sait, menacées par la crise environnementale et climatique. Les incendies, l'accélération de la déforestation, les sécheresses qui se succèdent et qui inquiètent et qui mobilisent en fait un nombre toujours croissant de citoyens, d'élus et de scientifiques. Et c'est l'intérêt aussi de la forêt, c'est de nous permettre de nous réunir sur cette thématique. Alors malgré tout, on a parlé de la forêt locale, mais en Europe, en tous les cas, il faut bien penser que la forêt, c'est le produit de 10 millénaires d'aménagement, de coutumes, de codes, d'ordonnances, de lois, d'artisanat, d'exploitation multiples, et aussi d'un imaginaire collectif forgé par les innombrables contes et légendes, on l'évoquera, qui sont en fait de signes identitaires, c'est-à-dire que chaque région a sa forêt et chaque forêt a sa légende. Et cette identité a été fortement remise au goût du jour, on le verra, au XIXe siècle. Alors qu'est-ce que ça veut dire, le mot forêt? Est-ce que chacun, je ne sais pas si vous savez d'où ça vient, les Romains appelaient la forêt Silva. Silva, c'est la forêt, Sylvie, ou Sylvain, c'est la forêt. Et Virgile et Cicéron le nommaient Nemus. Nemus, en fait, ça veut dire pâturage, bois entrecoupé de pâturage. Et en fait, en latin, ça donne nemo, c'est-à-dire un endroit de pâturage, mais où personne ne va. Nemo, je vous le rappelle, hein, c'est la contraction de né homo. Le capitaine Nemo, c'est celui qui n'a pas de nom, qui n'existe pas non plus. Alors, forestis, c'est un mot en fait du bas latin qui apparaît assez récemment à l'époque mérovingienne, et il désigne un lieu où vivent les bêtes sauvages. Une silva où seul le roi a le droit d'aller et de chasser, et on n'y va pas dans. Et le verbe forestare, qui donne forasticus, est cité par Placidus vers 450, et foresta, ça signifie tout ce qui est extérieur. C'est-à-dire que c'est vraiment le sauvage, à partir du début du bas Moyen-Âge, le sauvage par rapport à la culture, le sauvage, la forêt par rapport à la cité. Et alors c'est très intéressant parce que ce mot forestare, ça veut dire vraiment qui est en dehors d'eux. Ça a donné des termes en français qui est fort clos, mis dehors. Les forains
Le mot forain, c'est ceux qui viennent de l'étranger, c'est l'étranger. En anglais, vous le retrouvez dans le Foreign Office, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, etc. Et donc, c'est forestare, c'est exclure, mettre au banc. Donc vous voyez que la forêt, déjà, c'est un concept qui est à la fois qu'on intègre aujourd'hui, mais qui pendant très longtemps est quelque chose de sauvage. Alors, donner une définition de la forêt, c'est très compliqué. Je vous le dis tout de suite, il y a 1600 aujourd'hui, 1600 définitions de la forêt. Donc, on ne va pas toutes les voir. Hein. C'est en fonction administratif, ça veut dire aussi sur le sol, le climat, la capacité des terres, etc. Donc, la FAO, qui est la Fondation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, est la référence internationale et définit ainsi la forêt. Donc, je vous l'ai mis ici, c'est une surface contiguë de plus de 0,5 hectares, d'une largeur supérieure à 20 mètres, composée d'arbres d'au moins 5 mètres de haut à l'âge adulte et dont le feuillage couvre au moins 10% de la surface au sol. Vous voyez, c'est très précis une forêt. Alors vous allez dire, mais complètement crétin de faire quelque chose comme ça. Non, ce n'est pas du tout crétin, parce que si vous suivez un petit peu ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui, notamment, on a évoqué ça sur les compensations carbone, par exemple. Il y a des gens qui disent, mais moi j'ai planté beaucoup de forêts, j'ai beaucoup de forêts. Ah oui, mais typique à un moment l'Australie avec le bush. Le bush, je ne sais pas si vous connaissez, le bush c'est des petits ligneux sur des milliers et des millions d'hectares qui ne dépassent pas 50 cm de haut. Et ils disaient, mais nous on a une forêt qui fait 50, donc on a le droit des compensations carbone. Et non, attendez. 5 mètres de haut, on va parler d'une forêt, mais pas votre bouche. Donc vous voyez que l'intérêt de la définition. Mais quelle que soit la définition, il faut bien voir, alors je vais me tromper à tous les coups, non, que la forêt, et ça je pense que mes successeurs en parleront, c'est d'abord et avant tout un écosystème. Un écosystème, ça veut dire qu'il y a l'importance du sol, le climat, la lumière, les interactions. Il y a tout ce qui est en sous-sol, hein, les bactéries, les champignons, tout ce que vous voulez, les animaux. Vous avez plusieurs strates dans la forêt, avec du bas vers le haut. La première, la strate souterraine, ses racines, les tubercules qui viennent ensuite l'humus, les micro-organismes, la strate des mousses, les lichens, la strate herbacée. Les insectes, ensuite les reptiles, les batraciens, les oiseaux, les mammifères en tout genre. Donc c'est un réseau, la forêt. C'est un réseau de communication, d'échange, dont toutes les composantes sont en interaction. Et ça, c'est très important. La forêt est avant tout un écosystème. C'est pour ça que quand on va parler de forêt, on va parler quand même d'un écosystème. Et on verra tout à l'heure que, par exemple, la forêt des Landes, qui est une forêt plantée, n'est pas une vraie forêt. C'est un champ d'arbres, ce n'est pas une forêt. Ce n'est pas la même chose. C'est des arbres mis les uns à côté des autres. Mais ce n'est pas une forêt, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas d'écosystème. Alors, les forêts, il y en a un petit peu partout dans le monde, avec bien entendu celle que vous connaissez aujourd'hui, qui est située entre les tropiques, qui est le grand réservoir de biodiversité, puisque c'est 60% des plantes vasculaires connues. C'est le rôle régulateur du climat. On l'a évoqué tout à l'heure, la forêt tropicale. Vous savez que le problème de la forêt tropicale aujourd'hui, c'est que, comme ça a été dit, normalement, les forêts, elles captent du CO2 et elles rejettent de l'oxygène. Alors, le plus grand, on parle souvent de la forêt comme le poumon vert de l'humanité, ce qui est vrai, mais en fait, le vrai poumon, c'est un poumon bleu, c'est l'océan. C'est l'océan qui, à l'heure actuelle... Alors, le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, tous les problèmes, etc., la forêt tropicale commence à émettre plus de CO2 qu'elle n'en capte, ce qui est gravissime. Et de la même façon, on voit qu'avec l'acidification des océans, les océans commencent à ne plus jouer comme avant leur puits de carbone et moins émettre d'oxygène. Alors on pourrait dire on s'en fiche. On ne s'en fiche pas parce que si on n'a plus d'oxygène de l'océan et plus d'oxygène de la forêt, on ne va plus pouvoir respirer tout simplement. Donc c'est quand même très grave.
L'importance des forêts tropicales, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça déjà, c'est 1,8 milliard d'hectares quand même, donc il y a encore de la marge, mais quand même. Après, comme biome divers, il y a alors les savanes. Alors est-ce que c'est de la forêt là? Parce que vous voyez, c'est quand même très très espacé, c'est 500 millions d'hectares environ. Ensuite, plus près de chez nous, on a, en remontant depuis les tropiques vers les pôles, ou en descendant, c'est comme vous voulez, la forêt méditerranéenne, qui, elle, est vraiment très typique et constituée d'arbres, ce qu'on appelle sempervirents, c'est-à-dire qui sont toujours verts, avec sclérophylle, c'est-à-dire avec des feuilles coriaces. Hein. Elles sont les forêts méditerranéennes, c'est entre le 30e et 40e degré de latitude nord ou sud. Donc on en trouve sur le pourtour méditerranéen, mais vous en avez aussi en Chine, à Taïwan, au Japon, en Californie, etc. La forêt aujourd'hui méditerranéenne, c'est 25 millions d'hectares, dont 4,5 millions d'hectares en France, hein, avec un climat caractéristique, avec des étés secs et chauds et des hivers doux. Les forêts méditerranéennes, elles sont très, très riches en espèces arborescentes, moins que les forêts tropicales, bien sûr. Et en fait, par exemple, on a dénombré 247 taxoligneux en forêt méditerranéenne, soit le double de ce qu'on a dans la forêt tempérée. La forêt tempérée, vous la connaissez, celle qui nous environne, hein, qui se situe donc dans les régions où les hivers ne sont pas trop froids, les étés pas trop chauds, les précipitations varient entre 600 et 2000 mm répartis normalement sur l'année. Donc avec d'une part des forêts décidues, c'est-à-dire des chênes à feuillage caduc, des hêtres, c'est-à-dire des arbres que vous connaissez qui perdent leurs feuilles l'hiver, et pas mal de conifères, sachant que les conifères de plus en plus, et depuis, on en reparlera tout à l'heure, depuis les années 60, hein, sont replantés et ne sont pas de la forêt, comment dirais-je, indigène ou climatique. Quand on parle de forêt climatique, c'est la forêt qui s'installe toute seule. C'est des plantations bien souvent. Enfin, je voudrais vous terminer ce tour du monde des forêts avec la forêt boréale, qui est la plus vaste forêt du globe, avec au sud de la toundra des régions arctiques. C'est plus d'1 milliard d'hectares, 11% des terres émergées, donc c'est énorme. Et bien entendu, la forêt boréale, la plus grande, c'est la forêt qu'on retrouve d'une part au Canada et d'autre part en Russie. Et puis il y a une forêt dont on parle peu, mais à laquelle je tiens beaucoup, qui est une forêt multiservice, qui est la mangrove. La mangrove, c'est cette forêt qu'on retrouve dans les régions plutôt subtropicales ou tropicales, avec ces palutuviers qui forment vraiment là un véritable poumon vert-bleu et qui se développent près des côtes, puisque ce sont des arbres qui se développent avec les pieds et les racines dans l'eau, et qui est très importante puisqu'elle protège véritablement les côtes des tsunamis, des tremblements de terre, de l'érosion côtière, tout ce que vous voulez, à tel point qu'aujourd'hui, nombre de pays, y compris la France, hein, remettent notamment sur ces côtes, je pense à la Guyane, je pense à la Polynésie, la mangrove qui avait été souvent atteinte. Voilà. Alors, après avoir brossé rapidement ce panorama des forêts du monde, hein, pour voir que vous ayez un peu des idées sur les différentes diversités. On va parler de cette histoire plurimillénaire des forêts. Alors, l'histoire des forêts, ça date pas d'hier. Hein. Alors, je vous rappelle un petit peu vos cours d'il y a très longtemps. Peut-être vous avez appris ça. L'apparition des algues vertes dans l'océan, c'était il y a 1 milliard d'années, vous vous en souvenez. 420 millions, les premières plantes qui s'appellent les rhynias, qui sortent vaguement de l'eau. 400 millions, le dévonien, ces rhynias, il y a les premières tentatives d'élévation des plantes. Et puis, très intéressant, moins 380 millions d'années, les premières graines et feuilles apparaissent avec les premiers arbres, ce qu'on appelle les archéoptéris,
que vous connaissez certainement, parce que dans toutes les reconstitutions, on a des idosaures, on a toujours des grands arbres, les archéoptérydes, qui vont jusqu'à 40 mètres de haut. Hein. Et puis, vers 350 millions d'années, les plantes envahissent totalement la Terre. C'est ce qu'on appelle le Carbonifère, et c'est ce que vous connaissez, puisque vous en mettez dans votre voiture, puisque c'est ce qui constitue les gisements de houille actuels. Donc, il faut bien penser que tout ça provient de là. Alors, les premiers conifères, eux, apparaissent en fait vers 300 millions, 252 millions d'années. Et les premiers conifères, c'est les cycas et les ginkgos que vous devez avoir reconnus ici. C'est l'arbre aux 40 écus. C'est une espèce relique qu'on retrouve et qui existe donc toujours aujourd'hui avec sa feuille bilobée en éventail, hein, très, très caractéristique. Alors, il prend à l'auteur une couleur d'or avant de tomber. Alors, le ginkgo, sa zone refuge était en Chine. Il a été introduit au Japon au XIIe siècle, en Corée ensuite par des moines bouddhistes. Et puis, aujourd'hui, c'est un des plus vieux arbres, non seulement parce qu'il est apparu il y a 300 millions d'années, mais en plus de ça, on a des ginkgos qui ont plus de 1000 ans. Donc, c'est vraiment un arbre très longévif on en retrouve près des sanctuaires shinto. Et puis, il arrive dans les années 1730 à Kew Garden en Angleterre et en 1761 ensuite, puis en 1778 à Montpellier, au Jardin botanique de Montpellier. Donc, je vous ai dit qu'il y en avait qui avaient 1000 ans, mais on en a aussi quelques exemplaires qui auraient 3000 ans. Donc, le ginkgo est intéressant aussi parce que, peut-être que vous le savez, c'est un arbre emblématique. C'est pour ça que je reste un petit peu dessus, puisque au moment de Hiroshima, donc dans le bombardement d'Hiroshima, le seul arbre qui est resté debout, c'était le ginkgo. Et donc, en fait, il intéresse beaucoup de gens. Et aujourd'hui, ce sont ces mécanismes moléculaires qui lutteraient contre le vieillissement. Et donc, il est aussi vendu parfois pour lutter contre la perte de mémoire, l'équilibre mental, etc. Et en plus, donc on le sait, il résiste énormément aux pollutions. Donc, je ne sais pas ici à Saint-Dizier si vous en avez beaucoup, mais c'est vrai que, par exemple... Pardon ? Eh ben, c'est bravo. Et effectivement, la mairie de Paris replante à l'heure actuelle énormément de ginkgo. Alors, il faut savoir quand même qu'il faut se méfier des ginkgos, parce que vous avez des ginkgos mâles et des ginkgos femelles. C'est pas la même chose. Et quand méfiez-vous des... Alors, en plus de ça, c'est un arbre qui pond des œufs, le ginkgo. C'est-à-dire que ses fruits, c'est des espèces de gros machins blanchâtres qu'on appelle des œufs. Et ne les ramassez pas, parce que ça pue. Alors, tout ça pour dire qu'on continue. 66 millions d'années, apparition des plantes à fleurs. Alors, on ne me demandait pas trop ce que c'est que les plantes à fleurs après les conifères, c'est-à-dire l'apparition des angiospermes, parce que Darwin appelait ça, je le cite, l'abominable mystère du développement des plantes à fleurs. Alors, c'est encore un mystère aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur comment sont taillées les plantes à fleurs, pourquoi est-ce que soudain il y a eu cette architecture qui s'est développée, en plus de ça en relation soit avec le vent, soit avec des animaux, etc. Mais ça, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Je pourrais vous montrer des choses absolument extraordinaires avec ça, mais il nous faudrait une semaine et je pense que je ne les ai pas. Ensuite, on arrive à l'ère tertiaire, avec un climat chaud et humide, subtropical, avec des lauriers, des pistachiers, ce qu'on appelle des liquidambares, des magnolias, qui sont les principales espèces et qu'on retrouve un petit peu actuellement. Et puis, moins de 2,5 millions d'années, ça, vous savez, vous connaissez ça, c'est un climat sec et froid qui s'installe, c'est ce qu'on appelle l'ère quaternaire. Et l'ère quaternaire, non seulement il fait froid, mais en plus de ça, il y a les homininés qui s'installent à l'arrivée de nos ancêtres, qui vont résister jusqu'à aujourd'hui avec une succession de périodes glaciaires et d'interglaciaires. Et surtout, c'est l'installation des espèces d'arbres que l'on connaît aujourd'hui.
Alors, les chasseurs-cueilleurs qui peignaient sur les parois des grottes, hein, vous avez ici une magnifique représentation que vous avez reconnue de la grotte Chauvet. Donc, ils vivaient en fait dans des grandes étendues, dans des grandes plaines, les chasseurs-cueilleurs de l'époque, où il y avait peu d'arbres, assez pauvres en arbres, dans lesquels, justement, grâce à ça, ils pouvaient chasser notamment le mammouth, ils chassaient le renne, le bison. Donc, vraiment une végétation extrêmement ouverte. Et là, je vous ai mis, parce que je n'ai pas résisté, bon, ça, ils sont faits au fusain, hein, tous ces animaux. Et voilà, quand je vous disais tout à l'heure que la carbonisation, ça permettait de conserver l'anatomie des bois, et comme ça, on pouvait savoir, et bien là, vous avez typiquement une transversale de pin sylvestre, qui a servi à fabriquer justement les dessins de la grotte Chauvet. Et donc le pin sylvestre, comme vous le savez, c'est plutôt une espèce soit d'altitude, soit qui résiste assez bien au froid, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut aussi avoir des indications, non seulement sur l'utilisation de ce qu'ils utilisaient, ce que les hommes préhistoriques utilisaient, mais en plus de ça, sur la végétation qu'ils avaient. Et je peux vous dire qu'à Chauvet, on n'a trouvé que du pin. On a trouvé juste un petit fragment de néprin, mais on n'a pas du tout trouvé autre chose. Alors, on se rapproche de nous de plus en plus, et puis arrivent en Europe les premiers agriculteurs. Il y a moins, grosso modo, bon, ils apparaissent au Moyen-Orient il y a moins 9000 ans. Ils se baladent, ils arrivent pour conquérir, c'est des colons, les néolithiques. Ils arrivent d'une part par la voie nord, c'est-à-dire l'Allemagne, le Danube, et puis le nord de la France, et d'autres arrivent par la Méditerranée. Et alors, il faut bien imaginer que ces gens, dès le 9e millénaire, ils avaient commencé à domestiquer le blé et l'orge, et ils avaient aussi, surtout, domestiqué les moutons et les chèvres. Et imaginez-vous que la place manquant, ils sont partis coloniser donc les uns par le nord, les autres par le sud et par la mer, et ils sont débarqués en France, en l'occurrence, avec leurs moutons, avec leurs chèvres, avec leur blé et avec leur orge. Parce que tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, à ce moment-là, en plus de ça, je vous ai dit, il y avait du pain pour les chasseurs-cueilleurs, mais à partir de moins 9000, on assiste à un fort réchauffement. C'est ce qu'on appelle la période Holocène, dans laquelle nous sommes toujours. Ce fort réchauffement climatique, qu'est-ce qu'il amène? Il amène les forêts, les chênaies caducifoliées que l'on connaît aujourd'hui autour de nous. Là où je vous ai mis, par exemple, une photographie de chênes à feuillage caduc. Et donc, ces braves néolithiques, ils ont besoin de place pour s'installer. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils défrichent. Ils défrichent. Ils s'installent dans des terrains qu'ils jugent fertiles et qui étaient avant recouverts de futaies denses. Et donc, on voit très très bien aux premières déforestations de masse qui datent en fait d'il y a à peu près 4 ou 5 millénaires. Voilà. Et ça, c'est intéressant de voir que les premières grandes déforestations datent de cette époque-là. Alors, ils utilisent donc des petites haches et des herminettes. Et puis après, il y a l'âge du bronze, du fer. Qui dit âge des métaux dit besoin énorme de feu. Et qui dit feu, besoin de feu, besoin de combustible. Combustible égale forêt. Donc, on arrive à l'Antiquité, et donc la production, la diffusion de la métallurgie se diffuse dans tout l'Empire romain. Et donc, les âges des métaux sont extrêmement consommateurs de bois, non seulement pour la fusion du fer. De plus, il faut aussi construire du bateau, parce que comme on n'a plus beaucoup de bois, il faut aller en chercher ailleurs.
Donc, il faut construire des bateaux. Ensuite, il n'y a pas que le fer ou le bronze, etc. Il y a le verre aussi. Et puis, il y a la construction. Enfin bref, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'Antiquité, c'est pas Jojo. Les paysages de l'Antiquité, il faut bien imaginer qu'on est dans un système assez ouvert, lié aux grandes déforestations de là. Et ça, c'est quand même un petit peu intéressant. Et tout ça, ça va durer jusqu'au IIIe siècle, où on a une véritable crise, puisque c'est à cette époque que s'effondre l'Empire romain. Alors, après l'Empire romain, donc on peut imaginer, il faut imaginer que les paysages étaient vraiment très ouverts, qu'il y avait une pénurie de bois. Et donc, il se passe quelque chose à la chute de l'Empire romain, vers le 3e, 4e, 5e millénaire, sont des âges qui, en archéologie comme en histoire, on ne sait pas très bien ce qui se passe. On sait que les grandes fermes sont abandonnées, on sait qu'il y a quelque chose, et petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Par contre, ce qu'on voit, c'est le retour de la forêt. La forêt revient très rapidement. Ça, on en discutera tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous avez une parcelle qui est laissée à l'abandon et qui n'est pas trop pourrie du sol, en 10, 15 ans, vous avez une forêt qui repart très vite. Et donc, on va arriver avec le retour des forêts du Moyen-Âge. Et là, on a vraiment deux types de forêts. On a ce qu'on appelle les forêts jardinées, c'est-à-dire qu'on plante pour récolter des bois, etc. Et puis, il y a ces forêts qui ont repoussé, mais on a des forêts qui vont être... c'est une source importante de revenus pour ceux qui les possèdent. Mais dès 818, Louis le Débonnaire trouve que les seigneurs s'enrichissent un tout petit peu trop avec leurs forêts, que lui, il a besoin de pognon aussi pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Et d'autre part, il trouve que c'est bien parce que les forêts, il y a beaucoup de gibier et que pour protéger les forêts, il déclare qu'en fait, il ne faut plus toucher à la forêt et que les forêts sont réservées au roi pour aller chasser. Donc le territoire commence à être contrôlé par le roi. Alors les forêts, elles ont été relativement réduites, parce qu'il faut bien imaginer que le territoire royal français, au départ, c'était pas Napoléon, c'était des petits trucs. Donc on attend le XIIIe siècle, en fait, pour que les Capétiens, forts de la consolidation de leur pouvoir et des institutions, commencent à légiférer sur les forêts domaniales. Et en 1219, Philippe le Bel crée un truc génial qui est l'administration des eaux et forêts et qui est confirmé en 1291 par l'ordonnance de Brunoy, Philippe VI de Valois, qui n'accorde plus de droit d'usage dans les forêts royales. C'est-à-dire que c'est fini. Les paysans, vous n'avez plus à venir dans la forêt récolter du bois, le vendre, faire ce que vous voulez. Les forêts royales sont extrêmement privatisées par le roi. Alors, on ne peut pas dire privatisées, on va dire étatisées, mais on n'a pas le droit d'y mettre les pieds. Qu'est-ce qui se passe malgré tout? C'est que il n'y en a pas tant que ça. Et je vous ai mis là, vous l'avez reconnu, Colbert, 1669. La France périra à faute de bois. Il faut dire qu'on s'est fait prendre quelques déculottés en navigation, en bataille navale, parce qu'on n'avait pas vraiment de bateau, et qu'en plus de ça, il fallait tout importer d'Italie, de Scandinavie et d'Albanie. Et donc là, Colbert fait élaborer un nouveau code pour réorganiser l'exploitation sylvicole et en assurer la pérennité. Donc c'est l'ordonnance de 1669 sur le fait des eaux et forêts qui doit protéger, restaurer les ressources forestières, et notamment l'accent est mis sur le chêne, dont la production doit assurer les besoins pour la construction navale. Ceux parmi vous qui connaissent la forêt de Tronchet, vous connaissez le chêne de Colbert, etc., qui a été vraiment une forêt qui a été mise en défense vraiment pour la construction navale. Aujourd'hui, on ne construit plus de marines en bois, et donc les chênes de la forêt de Tronchet sont quand même toujours exploités, puisque c'est eux qui font les fûts
de tout le Bordelais notamment. Donc la fin du XVIIIe, en fait, coïncide avec le début de la révolution industrielle, mais l'état des forêts est toujours alarmant parce que les besoins industriels ont besoin de plus en plus de forêts et les rotations de taillis sont toujours de plus en plus courtes. Alors 1789 arrive, c'est la Révolution. Donc les domaines réservés aux chasses du roi deviennent des lieux de ressources en bois où chacun prend la liberté de se servir. Et l'Assemblée nationale ne légifère pas, même pendant la nuit du 4 août, avec l'abolition du privilège. L'Assemblée nationale, la constituante, dans sa grande sagesse, malgré tout, dit on ne règle pas tout de suite le problème des forêts parce que tout le monde va y aller. Déjà qu'on n'a plus de bois, on n'en aura plus encore moins. Le problème, c'est que malgré tout, c'est c'est compliqué à faire respecter la loi dans ces années-là, comme vous le savez. Le gibier se raréfie, les arbres sont coupés, plus du tout gérés, les loups prolifèrent. Hein, et la convention du 11 Ventose en 3, c'est-à-dire 1er mars 1795, propose donc aux particuliers chasseurs de loups des primes très importantes. Et le principe alors, excusez-moi, hein, j'ai du mal à le dire, d'inaliénabilité des forêts est confirmé quand même par l'Assemblée nationale. Et la loi du 29 septembre 91 pose les bases du code forestier qui sera finalisé et adopté en 1827. Je continue, c'est bientôt fini, on est au début du 19e. Napoléon, qu'est-ce qu'il fait Napoléon, il dit au début, on va avoir 1805, on va faire qu'est-ce qui reste comme bois, c'est compliqué, etc. On ne va surtout pas toucher au bois. Mais Napoléon, eh bien, il a une grande armée à payer, et pour payer la grande armée, qu'est-ce qu'il fait Il fait comme les copains, il va vendre le bois, il va vendre les domaines. Et c'est à cause de ça aussi qu'aujourd'hui, 75% de la forêt française est privée et que le reste, les forêts domaniales, c'est-à-dire ce qu'on appelle domaniales, ce sont les restes des forêts royales qui n'ont pas été vendues. Donc voilà. Et le coût de la grande armée font qu'on vend à tous ses copains, ceux qui peuvent acheter, etc., les forêts. Et alors ça, c'est un autre problème. Et comme instaure l'héritage aujourd'hui, mais ça on en reparlera tout à l'heure, la plupart, en fait, 10% des propriétaires, des 75% des propriétaires ont moins de 2 hectares de forêt quand parfois ils ne savent même pas qu'ils ont des forêts. Donc ça, c'est aussi, j'en parle parce qu'on est directement aujourd'hui dans les problèmes de la gestion de la forêt française. Et je pense que c'est important de savoir d'où ça sort, tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe On arrive à notre cher Napoléon III, qui dit « mais c'est pas possible, il faut planter des arbres ». Donc je trouve que cette photographie illustre très très bien. Donc ça, c'est une photo de Félix Arnaudin au milieu du 19e siècle pour vous montrer ce qu'était la forêt des Landes avant d'être une plantation d'arbres. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des marécages avec des bergers. Si les Landais marchent sur des échasses, c'est pour ne pas s'enfoncer dans le sol, ce n'est pas uniquement pour faire joli, c'est qu'il y avait vraiment une vraie raison. Et donc Napoléon III dit qu'il faut assainir les landes de Gascogne, et on commence, et lui-même rachète avec sa cagnotte, avec ses petits sous, il rachète un certain nombre d'hectares pour montrer l'exemple, et il va justement planter des pins, et c'est comme ça que va se faire la replantation des landes de Gascogne notamment. Alors, l'intérêt aussi, alors qu'est-ce que c'est, voilà, il faut voir qu'au début du XXe siècle, on estime que la forêt, je parle de la forêt hexagonale française, c'est moins de 7 millions d'hectares. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a plus de forêt. Aujourd'hui, c'est 17 millions d'hectares aujourd'hui, la forêt hexagonale. Donc on a quand même beaucoup progressé, parce qu'on dit les forêts dépérissent, ça c'est vrai, mais il y en a de moins en moins, non, il y en a de plus en plus.
En fait, le problème, c'est qu'à la fin du 19e, l'annexion de l'Alsace-Lorraine prive aussi la France d'un certain nombre d'hectares de forêt, même si, à ce moment-là, l'Empire colonial français est le premier pourvoyeur de bois pour l'utilisation et le chauffage. Je vais passer rapidement sur la guerre de 14, qui ne va pas améliorer le paysage, hein, parce que la demande en bois est colossale, les besoins militaires sont considérables. Et il faut juste un ster de rondins pour 10 mètres de tranchée, 40 à 50 mètres cubes de grumes pour un abri d'artillerie, sans oublier le petit bois pour isoler les sols boueux. Pour une unité de front de 1 km² en Argonne, la consommation de bois de défense est estimée à 3000 tonnes en 14 et en 1915. Donc vous voyez, là aussi, sans parler des dégâts dus aux prises de balles, aux explosions, etc., là aussi, on devrait. Alors bon, je passe sur la guerre de 40. Hein, c'est pas. Alors, si la guerre de 14, il y a vraiment la zone rouge, c'est-à-dire la zone de guerre est bien délimitée, et tout de suite après, on replante en fait dans la zone de combat 36 millions d'arbres. 36 millions d'arbres et surtout des résineux dans les zones de combat. Donc, parce que justement, ce conflit mondial avait mis en lumière le manque de bois catastrophique. Donc, tout de suite, on se dépêche de replanter des arbres. Ensuite, bon, on a toujours le régime de Vichy, lui, glorifie la forêt, comme vous savez. On a bien connu, on parlait de la forêt de Tronchet, donc toujours le maréchal Pétain. On a le chêne du maréchal, qui deviendra après le chêne de la résistance, mais il y a tout un jeu là-dessus, parce que malgré tout, la forêt, c'est aussi des symboles. Et en fait, il faut attendre la politique de reboisement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec la création en 1946 du Fonds forestier national, puis de l'Office national des forêts en 1964. Donc là, je vous ai mis le timbre de 65 qui célébrait le reboisement d'1 million d'hectares au lendemain de... Voilà. Et la photo de clôture du 16 mars 2022 des Assises de la forêt et du bois, qui n'a pas changé grand-chose malheureusement. Donc aujourd'hui, la forêt française, je vous le disais, c'est 17 millions d'hectares dans l'Hexagone, plus 8,3 millions dans les Outre-mer, dont 8 millions en Guyane, parce que n'oubliez jamais que notre plus grande frontière avec un pays étranger, c'est avec le Brésil, et c'est l'Amazonie, c'est la forêt amazonienne, ou la Guyane, c'est de la forêt amazonienne. Et donc ça, c'est vraiment une richesse énorme. Donc je vous l'ai dit, 75% de la forêt française est privée, soit 12,7 millions d'hectares qui appartiennent à 3,5 millions de propriétaires. Et parmi ces derniers, 2,2 millions ont moins, je disais 2 hectares, mais ont moins d'1 hectare. Le reste donc forme les forêts domaniales qui appartiennent à l'État et les forêts publiques, 2,8 millions d'hectares, qui sont pour la plupart des forêts communales. Donc voilà, très rapidement fait pour faire un petit peu un panorama de d'où on vient et comment a évolué la forêt depuis 1 milliard d'années. J'espère que vous n'êtes pas trop assommés. Et juste parce que je pense que ce qui est aussi intéressant de l'histoire, c'est les représentations qu'on se fait de la forêt. Alors je vais passer assez rapidement parce que malheureusement l'heure tourne et ça c'est pas bien. Donc la forêt, pour les Romains, c'était vraiment le lieu, on parlait tout à l'heure du sauvage, etc. C'était le lieu des nymphes, des satyres, il ne fallait surtout pas y aller comme ça. Les Gaulois, juste cette tête de Gaulois, la Gaule chevelue. Alors les historiens vraiment discutent pour savoir si la Gaule chevelue, c'est parce qu'il y avait beaucoup de bois et donc c'était les feuillages, ou si c'est parce que les Gaulois avaient les cheveux longs. Et en fait, il s'agirait, on pense que c'est parce que les Gaulois avaient les cheveux longs, tout simplement, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, pendant l'Antiquité, il n'y avait plus beaucoup de bois en Gaule. Alors, comment on le sait, ça ? On le sait tout simplement parce qu'on voit très bien dans les constructions en bois
quand on regarde, la taille des bois est de plus en plus petite. C'est-à-dire que vous avez, à certains endroits, vous avez des constructions avec des arbres matures, etc. Non seulement là, c'est de plus en plus petit, mais on voit de plus en plus de réutilisation. C'est-à-dire qu'on va piquer les bois qui ont été déjà utilisés dans les maisons et autres, ou pour faire du feu. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Bon, c'est très intéressant tout ça. Il y a énormément de discussions sur le bois, les bois sacrés. Là, je vous ai mis une esquisse de Maurice Denis. Le petit pousset, le loup-garou, tout ça, ça vient des légendes forestières. Et je vais juste quand même m'arrêter 30 secondes, si vous en avez le courage, sur la forêt de Brocéliande. La forêt de Brocéliande, la mythique forêt de la légende arthurienne. Elle est passionnante, cette forêt de Brocéliande, parce que c'est vraiment la forêt générique. Sa localisation en Bretagne insulaire ou continentale n'est jamais précisée. Les romans médiévaux en font le domaine des fées, des enchanteurs, des chevaliers de la table ronde qui cherchent le Graal, Morgane qui enferme les amants volages. Alors, la forêt de Brocéliande, en fait, elle apparaît chez de nombreux poètes et historiens vers 1200-1250, même avant. Et Brocéliande, en fonction des exploits d'Arthur et de celui qui écrit la légende, elle est soit située en Bretagne, soit située en Angleterre. C'est d'une rive à l'autre de la Manche ou du Channel, tout dépend où se situe Brocéliande à ce moment-là. Ensuite, le mythe vers le XIIIe siècle est assez délaissé. Et bien entendu, c'est les écrivains romantiques du XIXe qui remettent au goût du jour le récit arthurien qui fait surface sous l'impulsion du comte de Tressan qui écrit dans son œuvre publiée en 1822 Tristan de Léonais ou Artus de Bretagne. Et à ce moment-là, Brocéliande est localisée, c'est la forêt de Paimpont. Vous connaissez tous peut-être la forêt de Paimpont, autour de Rennes. La forêt de Paimpont, c'est une forêt qui est très connue. Il n'y a pas que Brocéliande, c'est aussi une forêt qui a été extrêmement utilisée parce qu'il y avait les forges de Paimpont. Et les forges de Paimpont exportaient dans toute la France. Et Chateaubriand, par exemple, je vous disais, en fonction de l'écrivain, la situait, la forêt de Brocéliande, autour de Combourg. Donc là, je vous ai mis, histoire de rire, enfin rire, c'est pas drôle, le vitrail de l'église de Théoranteuc. Alors bon, là, vous connaissez l'arbre d'or qui est toujours dans la forêt de Brocéliande. Et ça, c'est donc le vitrail de l'église de Théoranteuc, c'est un vitrail de 1942. Donc le curé de Théoranteuc était un fanat total de Brocéliande. Et alors là, vous voyez, vous avez les chevaliers de la table ronde avec Arthur, et vous avez le Saint-Esprit qui fait descendre le Graal. Donc, c'est quand même extraordinaire. Et donc, l'archevêque ou l'évêque, à ce moment-là, lui a dit, écoute, on va peut-être se calmer sur la légende arthurienne. Et donc, ce pauvre abbé a été retiré. Mais les vitraux sont restés. Et je pense que si vous allez en forêt de Brocéliande, où le mythe est toujours très vif, je vous engage à aller revoir ça. Alors, je voudrais aussi reparler toujours de la forêt comme symbole. Je pense que vous savez tous que dans vos porte-monnaies, vous avez la représentation d'un arbre, puisque c'est l'arbre de la liberté. Donc, arbre de la liberté qui sont sur les pièces de 1 et 2 euros depuis le départ. Maintenant, elles sont remplacées petit à petit par autre chose. Mais les gens, on ne fait pas toujours attention à ce que ce soit l'arbre de la liberté de 1789 qui y figure. Et cet arbre de la liberté, juste pour rappel, au moment du bicentenaire, François Mitterrand, avec toute la cour, en train de replanter justement un arbre de la liberté, là où le premier avait été planté.
Alors, juste aussi la représentation du sauvage, parce que je vous ai dit tout à l'heure, la forêt, c'est le sauvage et tout. Je résiste jamais de cet extrait de Cosette dans la forêt qui est extrait du film remarquable de Raymond Bernard de 1934. Et si vous me permettez, je voudrais quand même vous lire ce passage de Victor Hugo, où il met un vent froid soufflait de la plaine. Le bois était ténébreux, sans aucun froissement de feuilles, sans aucune de ces vagues et fraîches lueurs de l'été. De grands branchages s'y dressaient affreusement. Des buissons chétifs et difformes sifflaient dans les clairières. Les hautes herbes fourmillaient sous la bise comme des anguilles. Les ronces se tordaient comme de longs bras armés de griffes, cherchant à prendre des proies. Quelques bruyères sèches, chassées par le vent, passaient rapidement et avaient l'air de s'enfuir avec épouvante devant quelque chose qui arrivait. De tous les côtés, il y avait des étendues lugubres. Les forêts sont des apocalypses et le battement d'ailes d'une petite âme fait un bruit d'agonie sur leurs voûtes monstrueuses. C'est magnifique. Donc voilà, je suis toujours très, très sensible à cette petite Cosette seule dans la forêt. À propos, est-ce que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui sont déjà allés dormir seuls dans la forêt ? Ah, 3 ou 4 quand même, félicitations. On en reparlera tout à l'heure, mais bravo. Bien, alors bon, donc les forêts, on va passer un petit peu. Juste un petit arrêt sur Fontainebleau, parce qu'aujourd'hui, et depuis toujours le 19e, la forêt, parce qu'on a parlé du sauvage avec Cosette et cet apocalypse, mais c'est aussi, depuis le milieu, fin du 19e, des lieux de ressourcement. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, c'est le tourisme en forêt, qui pose aussi un certain nombre de... pas de problème, d'échanges parfois un peu musclés avec les gestionnaires, c'est-à-dire que la population, avec raison, se réapproprie la forêt parce que, effectivement, une promenade en forêt, ça fait du bien, parce que les gens aiment de plus en plus se promener en forêt. Le tourisme forestier, ça commence avec Fontainebleau, au milieu du 19e. Alors, on arrive avec des relations parfois un petit peu compliqué. Je vous ai mis là cette manifestante contre les coupes des arbres de la part de l'ANF dans la forêt de Samois, qui illustre donc aujourd'hui les difficiles relations entre le public et les forestiers. Les forestiers donc et notamment à l'ONF, on leur demande de plus en plus de faire attention et de faire un peu de la pédagogie, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'ils le font ? Les coupes rases, quand même, ça pose aussi des problèmes. Je sais que, par exemple, en forêt de Fontainebleau, on coupe beaucoup de pins pour replanter des feuillus, justement, mais les riverains ne comprennent pas comment on peut couper des arbres. Enfin, c'est toujours un petit peu compliqué et c'est une nouvelle, un peu, c'est un nouveau défi de la relation, justement, de la gestion des forêts aujourd'hui. Voilà. Parce que oh là là, ça va vite. Juste, je voudrais quand même parler des menaces, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, mais je pense que c'est quand même très très important. Là, vous reconnaissez tous la forêt amazonienne, déforestation qui sont causées par de multiples facteurs. Donc parmi les facteurs, c'est quand même l'homme qui coupe beaucoup pour faire de la culture. Donc on voit bien ce qui se passe. Donc cette déforestation, là c'est au Brésil, malheureusement. Les incendies. Là encore, les incendies de forêt, on en a vécu en 2022, on en a vécu en 2025, notamment au Canada, en Russie. D'ailleurs, ce sont des incendies qui couvrent toujours, parce que c'est des incendies qui partent en dessous. Alors, il y en a qui sont plus ou moins... Alors, on parle de méga-feux.
en France, on n'a jamais connu de méga-feu. C'est 22, c'est pas 22 000 hectares, c'est pas un méga-feu. Les méga-feux, c'est ce qui s'est passé au Canada, c'est ce qui ravage tout, c'est ce qui se passe en Californie. C'est-à-dire que c'est un rouleau compresseur qui brûle aussi bien les bois, les voitures, les enfants, les villages, etc. Nous, on l'a, Dieu merci, pas encore connu, mais ça arrive. Alors pourquoi ça arrive? Parce qu'un feu, alors ça peut être, c'est souvent d'origine humaine, hein, mais ça peut être aussi d'origine naturelle. Il y a vraiment, c'est la règle, on le rappelle toujours, la règle des 30, c'est-à-dire que 30 degrés plus un vent à 30 km/h et une sécheresse de 30%, je veux dire, ça brûle tout de suite. N'importe quelle étincelle, ça arrive. Donc méfiez-vous, je le dis toujours, parce que c'est vraiment la règle des 3,30, c'est tout bête, mais c'est là où il faut vraiment faire le maximum d'attention. Donc en fait, bon, 40% malheureusement des incendies sont dus à la malveillance, et 75% sont quand même d'origine humaine. Après, bon, bah, c'est accidentel, c'est les travaux agricoles et autres. Alors, autre chose qui nous les menace, hein, c'est la sécheresse. C'est près de chez vous, ça. Donc, la sécheresse 2018-2022, c'est sécheresse terrible et qui font que les arbres ne résistent pas. Donc voilà, en plus de ça, ces sécheresses estivales sont meurtrières parce qu'au manque d'eau, les températures élevées, et en plus ça fragilise les arbres et donc ils sont de plus en plus sensibles aux bioagresseurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'immunité en fait. Et ça, et effectivement, du coup, la forêt française n'est pas en très très bon état à cause de ça. Et alors c'était très drôle parce que l'année dernière, quand j'avais fait une conférence, je ne sais pas si vous vous souvenez, en novembre-décembre, l'année dernière, il a énormément plu dans certaines régions. Et les gens disaient, mais il n'a pas arrêté de pleuvoir, mais les cours d'eau ne se remplissent pas. Je dis, ben évidemment, ils ne se remplissent pas parce que les arbres boivent. Ils ont soif. Il faut bien vous dire qu'un arbre, c'est comme un corps humain. C'est composé de flotte. Donc, voilà. Et ça, c'est extrêmement important. La sécheresse, ben, c'est comme pour nous, c'est catastrophique. Alors, bon, les tempêtes, hein, ça, on connaît bien. Malheureusement, c'est la suite de 99. Et puis, les bioagresseurs et les essences exotiques. Alors là, je vous ai mis quelques chenilles processionnaires sur un chêne dans la forêt des Vosges en 2019. Les scolites vecteurs des spores de la graphiose. On peut parler de toutes les horreurs de la calarose du frêne, etc. Donc ça, c'est énorme. Hein. La chalarose du frêne, c'est un champignon qui est originaire d'Asie, qui a été repéré la première fois en 2008. Donc, vous voyez, c'est pas l'ensemble du territoire métropolitain, c'est-à-dire chez nous, c'est tout l'ensemble aujourd'hui qui a été touché. Alors, on n'a pas encore fait d'estimation, mais les Anglais ont fait une estimation en 2019 et la rose du frêne, ils estiment à 17,5 milliards d'euros le préjudice. Donc, bon, si vous voulez, je le dis parce que je pense que c'est très important de mettre ça en balance avec on cherche de l'argent, etc. Mais préservons ce que nous avons, faisons attention, bon sang. Et puis les espèces. Alors, bon, ça, il y a tout un débat aujourd'hui. Réchauffement climatique, forêt, adaptation, comment on va faire? On va faire venir des espèces d'ailleurs qui résistent bien, sauf que les espèces qu'on importe, faut être sûr qu'elles ne transportent pas un certain nombre de parasites avec elles qui pourraient après être beaucoup plus catastrophiques. Il faudrait être aussi sûr qu'elles vont résister au sol, etc. Enfin bon,
En plus de ça, après aussi, dans les espèces exotiques qu'on importe, il y en a qui sont ravis. Hein. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est génial le mimosa, mais enfin, le mimosa, c'est une espèce exotique. Alors là, elle prolifère. Si on les laissait, ils proliféreraient, ils coloniseraient absolument tout. Donc, il faut toujours faire très, très attention aux solutions qu'on pense miracles comme ça. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vais finir sur... j'ai encore un tout petit peu de temps, mais bon, les forêts, c'est quand même l'avenir de solutions. Alors, juste pour évoquer deux choses, des murailles vertes contre le désert, ça c'est en Chine. Donc, il y a depuis 1900, je ne sais plus combien, 78, la Chine, pour arrêter l'avancée du désert et lutter contre l'ensablement, a lancé un grand programme de plantation. Alors là, c'est 35 millions d'hectares de forêt, 4500 km, enfin c'est à la chinoise. Et donc, bon, on va voir si ça résiste. Apparemment, ça prendrait, donc on est assez content. Et puis il y avait ce beau projet de grande muraille verte qui partait de Saint-Louis au Sénégal pour arriver de l'autre côté, 7000 km et sur 15 km de large pour arriver à Djibouti. C'est bien parti dans certaines régions du Sénégal. Hein. Là, je vous montre à Ouidou au moment de la saison des pluies. Donc, on voit que ça commence. C'est-à-dire que c'est vraiment une mise en défense. Là aussi, avec les populations, avec les femmes qui font des jardins, etc., de replantation. Enfin, c'est très, très compliqué. Mais ça marche. Malheureusement, le contexte géopolitique fait que le Niger, le Burkina Faso, etc., on peut plus trop compter dessus. Bon, alors comme le temps passe et je vais conclure, j'ai fait l'impasse sur plein de chapitres. Ah oui, parce que je fais un peu de pub quand même. Si vous avez aimé, il y a un gros bouquin là que j'ai publié qui s'appelle Forêt, histoire, usage, représentation et enjeux. Donc j'ai fait l'impasse sur de nombreux chapitres, notamment sur l'histoire des artisanats en forêt, qui jusqu'à une époque récente ont été nombreux, hein, depuis les charbonniers, les chauffouriers, les écorceurs, les fagotiers ou de sabotiers. L'architecture en bois, parce que c'est quand même quelque chose qui est très important aussi. La filière bois, aujourd'hui, c'est quand même 440 000 emplois, 60 000 entreprises, 55 milliards de chiffre d'affaires. Alors aujourd'hui, en France, la forêt, si on tient compte du rapport de la Cour des comptes de 2023, eh bien, c'est 10% du déficit extérieur de la France. Pourquoi ? Parce qu'on exporte pour près de 10 milliards d'euros, mais on en importe 17 milliards d'euros. Alors, vous allez dire, ah bon ? Écoutez, allez chez vous, puis on va regarder. Enfin, chez moi, en tous les cas, mes livres, je les mets sur des étagères qui s'appellent Ikea. Et le bois d'Ikea, il ne vient pas du tout de la forêt française. Donc ça vient d'un bois qui vient effectivement du nord de l'Europe. Et donc voilà, les grands chênes, on les exporte, mais plus personne, on les exporte en Chine, ils reviennent sous forme de parquet. Donc voilà, c'est un peu triste qu'on ait une des plus belles encore, même si elle souffre, même si, etc., qu'on les exploite peut-être pas très bien ou pas bien, ou c'est compliqué, hein. Encore une fois, c'est très compliqué. On ne peut pas juger comme ça. Hein. Je vous rappelle, 75% de la forêt est privée. Or, la propriété privée, malgré tout, en France, c'est quand même quelque chose de sacré, puisque c'est un bien qui vient, encore une fois, de la Révolution. En conclusion, les forêts, c'est quand même des trésors qu'il faut savoir préserver. À mon avis, non pas pour ce qu'elles rapportent, mais pour ce qu'elles sont. Et j'espère que ce rapide panorama vous les fait mieux connaître, aimer, reconnaître. Et puis, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, si vous voulez, on peut discuter un petit peu, si je peux répondre à vos questions. Et je vous remercie beaucoup.
Oui, bonjour, et merci beaucoup, oui. Donc, Alain Sedel, je suis conseiller régional, mais surtout aussi membre du conseil syndical du parc de la Forêt d'Orient. Et c'est pour ça que votre très survol des choses récentes m'a interpellé. Vous, en tant que scientifique, qu'auriez-vous attendu des assises de la forêt de 2022? C'est simple. Mais la réponse est peut-être longue. Excusez-moi. Ouf. Je pense que d'abord les assises de la forêt de 2022 ont eu, comme toujours, l'intérêt d'avoir existé. Je pense que ça a été beaucoup trop rapide en fait. Et je pense que le gros problème aujourd'hui, c'est que les gens ne se parlent pas assez en fait. Et je trouve que excusez-moi de cette expression, mais la mayonnaise n'a pas assez bien pris. En fait, il y a vraiment tout un tas de problèmes qui se posent. Je sais que moi, je rencontre beaucoup de propriétaires privés, notamment, qui sont tout à fait d'accord pour travailler, etc. Et qui me disent, de toute façon, ma forêt, ça me coûte plus cher. Alors, je dis, c'est ma fille qui va en hériter. Alors, je dis, c'est une bonne idée. Et je dis, mais pourquoi vous ne la vendez pas? Parce qu'il y a de plus en plus de groupements qui se mettent ensemble pour acheter des forêts, non pas forcément pour les exploiter, mais pour les mettre en libre évolution, etc. Il y a quand même beaucoup, ça on n'en a pas parlé, mais ça existe. Et il dit, ah oui, mais moi j'ai des réductions d'impôts très importantes dessus. Et donc, voilà. Enfin, c'est juste une partie de choses qui n'ont pas été réglées. C'est-à-dire que, et tant que les gens ne se parlent... Enfin, je veux dire, c'est très compliqué. Ça peut être même assez violent, malheureusement. On voit que le syndicat des propriétaires privés et les domaines ne se parlent pas, que les syndicats, en plus, n'écoutent même pas parfois les syndicats de pompiers qui sont désespérés. Enfin, voilà. Il y a beaucoup d'acteurs et je pense que les assises ont eu la chance d'exister et c'est un premier pas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de suite pour les raisons politiques qu'on connaît. Enfin, voilà, je ne sais pas si je vous ai répondu, mais il faudrait vraiment... C'est de la volonté purement politique. Hein. Si vous passez le micro par là, s'il vous plaît. Bonsoir Madame Thiebaud, merci pour votre exposé. Vous nous avez parlé essentiellement de la France. Est-ce que en Europe, d'autres pays s'en sortent mieux que la France? Parce que moi, qui ai des origines polonaises, je suis assez sensible à ce qui se passe à ce moment dans la dernière forêt primaire d'Europe, à Pieliczka, et tous les dégâts qui sont des conséquences indirectes de la guerre en Ukraine. Mais par curiosité, est-ce que justement, vous pouvez nous donner quelques éléments par rapport à ce que d'autres pays pourraient faire mieux ou pire, je ne sais pas. Je ne vais pas vous répondre parce que c'est toujours difficile de parler des autres pays. Effectivement, on sait que la forêt de Bielowieza en ce moment est très menacée avec ce qui se passe. Je pense que vous aurez aussi la chance d'entendre bientôt Francis Allais, qui vous parlera de son projet. Je pense aussi qu'il y a une véritable prise de conscience. Le problème, c'est que c'est vraiment un rapport, c'est vraiment la société civile qui s'empare de cette problématique-là aujourd'hui. Or, il y a des gens qui se mettent ensemble, donc, comme je le disais, pour racheter des parcelles, pour les laisser en libre évolution, parce qu'en fait, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on ne connaît pas du tout. Il y a Bielowieza, mais Bielowieza, c'est une forêt très ancienne. Alors, est-ce que c'est une forêt primaire? Nous, on ne parle plus de forêt primaire parce qu'on sait qu'il n'y en a plus beaucoup, mais c'est quand même certainement la plus ancienne d'Europe. Mais on ne sait pratiquement pas, en tant que scientifique, comment évolue naturellement une forêt. On n'a jamais vu ça. C'est pour ça que Francis Allais veut le faire, parce qu'on connaît, par exemple, pour les 25 ou 30 ou 50 premières années, mais on n'en sait pas davantage. Comment elle vit, comment elle meurt, comment les arbres meurent, comment elle se régénère, etc., etc. Comment se fait cette lutte vers la lumière, quelles sont les espèces qui très naturellement migrent ou pas en fonction des aléas climatiques. Tout ça, on a des idées, on a des modèles, mais on l'ignore vraiment. Enfin, on n'a pas encore les vraies données parce qu'on ne les a jamais observées. Enfin, alors je vous ai répondu indirectement. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'ONF qui évolue, qui s'adapte. Heureusement,
n'est évidemment pas insensible à cela. Et par exemple, dans le massif de Trois-Fontaines, c'est aux portes d'ici, qui se prolonge par les massifs de Haute-Marne et de Meuse, dans les plans de gestion mis sur pied par l'ONF, il y a des parcelles, des ensembles de parcelles qui constituent par exemple ce qu'ils appellent des îlots de sénescence ou d'autres noms encore, qui prévoient, à titre un peu d'expérience aussi, de faire à échelle réduite, certes, ce que vous évoquez. Tout à fait. Alors l'ONF, faut vraiment beaucoup aider l'ONF qui a beaucoup souffert. L'ONF est passé, alors j'ai plus, mais a perdu 8000 emplois en moins de 10 ans. Là, on leur a réinjecté un peu d'argent. Le problème de l'ONF, c'est que son statut, c'est un EPIC. Donc il se finance lui-même, c'est-à-dire que c'est par la vente du bois, etc. Donc c'est un petit peu compliqué, il n'y a pas des subventions, enfin ils sont bien entendu subventionnés, là l'État justement, ça a été un des résultats des assises de la forêt, de réenflouer un petit peu l'ONF, mais c'est des gens extraordinaires qui font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire peu, et moi je les salue toujours, et ils sont très très à l'écoute, ils sont parfois menacés bêtement, mais voilà, il faut vraiment les aider, quoi. S'il n'y a pas de questions, j'en profite, moi. Pendant longtemps, la forêt était dans le giron du ministère de l'Agriculture. Depuis quelque temps, elle est sur celui du ministère de l'Environnement. Vous pensez que ça peut changer quelque chose dans sa gestion ? Ben, j'espère. Hein. Mais bon, alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, la ministre de l'écologie, c'est Monique Barbu. Monique Barbu, c'est quelqu'un qui a fait justement un grand rapport sur la muraille verte en Chine, justement. Donc elle est bien au courant de tout ça. Le problème, si vous voulez, c'est que avec les forêts et autres, depuis Julien de Normandie, je pense que entre les ministres de l'Agriculture et les ministres de l'Écologie, dès qu'on a un rendez-vous, le lendemain, c'est un autre qu'on vient voir. Donc c'est un peu compliqué de faire des plans à long terme avec des gens qui sont à chaque fois très bien disposés à vous écouter, hein, mais qui ne sont plus là le lendemain, quoi. Non, mais c'est compliqué. C'est pas que pour tout le monde, je pense. Ouais. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci beaucoup pour votre présentation. Oui, deux remarques très, très locales. Justement, ça tombe bien parce qu'il y a quelqu'un derrière moi qui va pouvoir me répondre. Nous avons participé avec mon association qui s'appelle Les Amis du Musée à une appropriation un petit peu d'un site dans la forêt de Trois-Fontaines. Il s'agit de l'accès à la Vierge des Frouchis et la Fontaine des Frouchis. Bon, nous avons fait un superbe panneau, ça a pris très longtemps, mais enfin on y est arrivé. Mais malheureusement, quand on arrive à l'entrée de la tranche, eh bien, il y a une barrière qui est fermée et même les vélos, même les mamans avec les poussettes ne peuvent pas passer pour accéder à ce bel endroit. Donc, ça serait quand même bien qu'il y ait un partenariat entre l'ONF et la mairie. C'est une forêt domaniale municipale ou privée ? Non, parce qu'aujourd'hui, il y a vous soulevez un vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens, bien entendu, vont en forêt, vont se balader, ce qui est normal, etc. Sauf qu'il y a une loi qui est parue en mars dernier, parce que malgré tout, l'Assemblée vote aussi. Aujourd'hui, de plus en plus de propriétaires mettent des barrières ou des grillages pour empêcher justement les piétons ou les promeneurs de passer. Et si vous transgressez cet interdit, vous allez dans une propriété privée et que vous n'avez pas prévenu, que vous n'avez pas l'autorisation, 135 €. Hein.
Pourquoi ? C'est important parce que malheureusement, comme toute chose, c'est-à-dire que quand c'est 3 personnes tous les dimanches ou 4 promeneurs, quand c'est 550 et que ces mêmes propriétaires privés sont obligés tous les dimanches soir d'aller dans la forêt récolter les canettes de bière, le machin, etc., et les sacs en plastique, ça ne va plus du tout. Et ça, c'est un vrai problème. Tout à l'heure, je disais, de plus en plus, on va en forêt parce que on a l'impression que la forêt nous appartient, ce qui est vrai, on a envie de se l'approprier. On oublie qu'elle appartient à d'autres gens, à d'autres personnes, et effectivement, c'est un vrai problème. Donc, alors... Hein ? Absolument. Oui, alors ça, c'est l'argument massu, disons. Non, mais ça dépend. Moi, ça dépend là c'est une forêt qui n'est pas privée. C'est une forêt domaniale ou c'est une forêt. Ah oui, non, mais renseignez-vous sur son statut, Oui, alors j'avais encore une autre remarque pour terminer, à savoir, faire de l'argent, faire des bénéfices sur la forêt, planter pour que ça pousse. Alors, est-ce que c'est vrai que dans certains endroits, il y a des plantations de Paulownia ? J'ai entendu dire que ça poussait très vite. Au bout de 20 ans, Voilà. Alors ça, c'est quand même pas un bel exemple. Le Paulownia, je ne sais pas. Je peux vous parler de l'eucalyptus, si vous voulez, qui a été une catastrophe écologique absolue, à tel point... Alors, il y a encore des gens qui veulent planter de l'eucalyptus, puisqu'on en fait beaucoup de cartons et des choses comme ça, hein. L'eucalyptus, c'est catastrophique parce que d'abord, ça pompe énormément d'eau. En plus de ça, ça fait, vu que ça, c'est très tannique, il y a des composés chimiques qui font que toute la faune autour ne peut pas rester et tout. Et surtout, c'est d'une inflammabilité absolue, ce qui fait que même le Portugal, où on a vu ces feux de forêt d'eucalyptus qui ont été extrêmement tueuses, hein, en l'occurrence, il y a eu des morts. Là, maintenant, les Portugais ne veulent plus non plus planter de l'eucalyptus. Monsieur va nous éclairer sur les Frouchis, enfin, la statue. Moi, je pense que c'est domanial, non ? Oui, l'espèce que vous évoquiez, madame, j'en ai vu planter, mais c'était au bord d'une balastière, dans le cadre du réaménagement. Mais ça pose problème, effectivement. Il y a la perspective d'un profit assez rapide, parce que ça pousse très vite. Mais pour ce qui est de la forêt elle-même, de ce que vous définissiez comme forêt, à ma connaissance, nous sommes épargnés de cela. Et l'ONF, dont je ne suis pas le représentant, a un souci de diversification de forêts mosaïques, sachant par exemple qu'aux portes de Saint-Dizier, vous avez par exemple plusieurs milliers d'hectares qui sont classés en zone Natura 2000, et dans ces zones-là, on ne peut pas, par exemple, importer des espèces exotiques, entre guillemets, et ça peut poser problème, hein. Voilà, c'est souvent très compliqué. Pour ce qui est des Frouchis, c'est de la forêt domaniale, mais alors, je vais faire de la puce, si vous me permettez, je participe aussi à la vie associative dans le cadre d'une association de randonnée pédestre. Nous sommes passés et nous avons admiré votre réalisation à pied. Ça ne nous paraissait pas très loin de la route, même si c'était pour nous une randonnée plus longue. Donc je pense que ça reste très accessible, heureusement. Pour ce qui est des barrières, il y en a heureusement. Moi-même, je suis usager de la forêt, j'y vais tous les jours, je suis un peu homme des bois par passion. Ce matin encore, j'ai fermé des barrières parce que ça fait brère de voir passer emprunter. Alors pour un tas de raisons, sur Sermaize, il y a des travaux qui font que les gens, pour aller à Saint-Dizier, pour gagner 10 km, parce que 20 km, c'est devenu 40 km avec les déviations. S'ils regardent Google, on les fait passer par la forêt, les routes forestières. Et ça, c'est un problème. Il n'y a pas que des gens bienveillants, hein, qui traversent la forêt en voiture. Voilà. Et d'autre part, nous avons fait un circuit pédagogique, comme vous êtes d'ici, c'est pas bien loin, entre Trois-Fontaines et Robert-Espagne, une belle route là, à 4 km de Trois-Fontaines, vous verrez un grand panneau au bord, un peu comme celui que vous avez mis au Frouchy, mais là c'est directement au bord de la route, qui présente un sentier de 5 km accessible aux poussettes, etc. Hein, c'est une version light d'un autre circuit qui s'appelle le circuit des gouffres, et on a mis 10 panneaux qui
qui reprennent beaucoup des thèmes que vous avez évoqués. Évidemment, vous en saurez beaucoup plus en achetant le livre, je le ferai. Mais vraiment, je m'y suis retrouvé. Personnellement, en lien avec l'ONF, c'est moi qui ai fait le rédactionnel des panneaux, les images, donc l'histoire de la forêt, etc., avec évidemment quelque chose adapté au local, la métallurgie, ici on est bien placé, etc., etc. Et alors sur un panneau, j'avais mis, vous êtes ici en forêt domaniale, donc c'est la forêt de l'État c'est nous, donc vous êtes chez vous. Hop, l'ONF m'a dit, d'excellents rapports avec eux, mais on dit non, c'est le domaine privé de l'État, c'est-à-dire considérer les forêts domaniales comme un domaine privé. Si vous voulez, c'est comme une caserne, vous voyez, ça appartient à l'État, mais on n'y rentre pas comme dans un moulin. Alors, évidemment, l'ONF tolère qu'on y accède. Pratiquement, elle ne peut pas vous en accéder l'accès si vous êtes à pied. Mais si vous restez sur les chemins, pour ceux qui connaissent à Trois-Fontaines, il y a un territoire où on étudie le chevreuil. 50e anniversaire hier. Hier, j'ai participé, on avait le directeur national de l'OFB, national, hein, le directeur Grand Est de l'ONF, et puis un tas de gens, un tas d'usagers. Et comme vous le dites, on a intérêt à se rencontrer, à dialoguer, c'est passionnant. Autour de la même table, qui est une table de pique-nique, il y avait des bacs -10, des bacs +10. Il y en a qui disaient, mais ça sert à quoi tout ça de protéger, et qui mettaient en doute le réchauffement climatique, et qui disaient, mais t'es quoi toi? Alors elle dit, je suis chercheuse. Ça sert à quoi la recherche? La dame, c'est la directrice nationale adjointe des recherches OFB. Hein, les bacs +10, etc., etc. Mais ce sont des gens qui ont la passion et puis qui aimeraient bien convaincre les gens de l'intérêt qu'a tout ça. Alors, pour ce qui est de la forêt domaniale, considérez ça comme un domaine privé. Hein, et les gens qui disent c'est la nature appartient à tout le monde. Ce n'est pas si simple que cela. Heureusement, vous avez accès en forêt domaniale, mais en respectant certaines règles. On rentre dans une parcelle, nous montrer ça à Trois-Fontaines, des parcelles où, à titre d'expérience, on a planté des espèces différentes et on étudie l'interaction entre les chevreuils et les plants. C'est passionnant. Mais si on n'y fait pas gaffe, on marche là-dessus, on écrase des plants qui ont un intérêt insoupçonné pour celui qui ne le sait pas, quoi. Donc, moi, je suis VTTiste, mais j'ai bien compris qu'il ne faut pas passer n'importe où avec d'autres VTT, etc. Alors, vive la forêt. Moi, mon bonheur d'être ici, c'est d'accéder en forêt, d'y aller tous les jours, mais on ne peut pas faire n'importe quoi en forêt. Voilà. Je vous remercie d'avoir rappelé ça, et que c'est effectivement le domaine privé, etc., qui est vraiment l'issue des domaines royaux. Moi-même, à titre personnel, quand je vais travailler en forêt de Fontainebleau, ce qui m'est arrivé l'an dernier, je dois signer une charte à l'ONF pour lui demander, et en contrepartie, j'ai la clé pour rentrer en forêt de Fontainebleau, mais avec tout un tas de trucs, on ne peut pas rentrer comme ça, effectivement. C'est un établissement, comme vous disiez, qui se comporte un peu comme une administration. Donc c'est souvent c'est aussi issu de l'administration des eaux et forêts, bien sûr. Bonsoir. J'ai lu un livre qui est sorti cette année, qui est en anglais, et la traduction du titre en français, c'est « Nourris-nous avec des arbres ». Et dans le livre, l'auteur parle de ce qui s'est passé dans l'Amérique du Nord, la gestion des forêts par les peuples indigènes qui habitaient partout en Amérique du Nord, jusqu'à ce que les colonisateurs arrivent et perçoivent des forêts qui sont abondantes, avec beaucoup de choses à manger et beaucoup d'animaux. Et donc, ce qu'on a compris par les chercheurs et la recherche et les discussions avec les peuples indigènes aux États-Unis, c'est que en fait, les forêts étaient managées, gérées par ces peuples. Et j'aimerais savoir si ça a existé. Est-ce que vous connaissez quelque chose comme ça quelque part en Europe, dans l'histoire? Par contre, en Amérique du Sud, oui. Effectivement, dans toutes les forêts tropicales, les forêts, en fait, même là où encore aujourd'hui, par exemple en Amazonie, les peuples autochtones managent la forêt, etc. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on ne peut plus parler vraiment de forêt primaire, parce que d'une façon ou d'une autre, ils favorisent les espèces qui sont productives.
Donc, même s'il n'y a pas de plantation, etc., ils savent très bien faire ça. Pour ce qui concerne alors l'Europe, non, parce que, si vous voulez, l'agriculture en Europe, c'est une colonisation, en fait. Et donc, ce sont des colons qui sont un petit peu arrivés comme les Espagnols, etc., en Amérique, ou les Canadiens, enfin les Français et les Anglais en Amérique du Nord. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont arrivés avec tout leur arsenal et qui ont tout coupé leur problème, c'était de produire et de croître et de multiplier. C'était une autre façon. Donc, on n'a pas eu ça. Mais effectivement, il est bien évident que dans toutes les forêts... même françaises ou européennes, tout l'artisanat en forêt, il y avait quand même des populations entières qui vivaient de la forêt. Même aujourd'hui encore, il y a énormément, c'est très compliqué, hein, parce qu'on dit halte à la déforestation, etc. Il faut savoir quand même, il y a plus d'1 milliard de personnes qui vivent de la forêt, de son utilisation, de son exploitation et autres, qui autrement mourraient de faim tout simplement. Alors je vous réponds de façon un petit peu... détourné parce que c'est pas aussi simple, mais mais je pense qu'il y a des recherches à faire là-dessus et ce serait une bonne idée si vous voulez vous y mettre. Welcome. Je vais me permettre deux remarques. La première sur les mésusages de la forêt, et ça me permet de répondre. De te répondre. On a quand même des gros problèmes en bordure de la ville de Saint-Dizier, de dépôts sauvages à l'aéronau par exemple, on est juste à côté des Frouchy, et donc les barrières elles font du bien. D'autant plus qu'il y a une pratique qui s'est développée cet été, parce qu'à force de vouloir contrôler les rodéos urbains, et on a bien raison de le faire bien sûr, il y a eu un report sur les forêts, et donc c'est vraiment un très gros problème. Et par ailleurs, alors, j'ai pas de connaissances historiques sur le sujet que tu évoquais, Tammy. En revanche, on a fait venir l'an passé, il y en a qui s'en souviennent, merci Chantal, on a fait venir donc Fabrice Desjours, qui est un bragard installé dans le nord de la Côte d'Or et qui a développé sur le principe des Amérindiens ce principe de la forêt nourricière, et son exemple fait école. Comme on a pu le montrer pour ceux qui étaient là il y a 3 semaines ou 15 jours, on a montré un film sur les nouvelles manières de se nourrir. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là. Et Fabrice Desjours était également interviewé, et on a pu voir que malgré son jeune âge, c'est quelqu'un qui a 40 ans, qui s'y est mis il y a une bonne dizaine d'années maintenant, il y a plusieurs centaines de personnes qui le copient à travers la France. Donc c'est en train modestement de prendre. Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que sinon j'en ai une? Ah, d'accord, bon, je vais me taire. Enfin, j'ai le micro, j'en profite quand même. On n'a pas présenté Madame Thiebaud, et elle ne s'est pas présentée contrairement à ce qu'elle allait, ou alors ça m'a échappé, directrice au CNRS. Si, ça a été dit. Alors, elle est trop modeste parce qu'elle a oublié de vous dire qu'elle était médaille d'argent du CNRS, ce qui est une distinction très importante, et qu'elle est la créatrice la co-créatrice de l'archéologie environnementale, sur laquelle elle pourrait peut-être, après cette question, nous dire un mot. Oui, juste pour continuer dans la discussion des forêts, moi c'était le mot qui est très local, forêt vivrière et affouage, qui est donc une activité, on va dire, qui date de la Révolution et qui, enfin, dans le Nord-Haute-Marne, encore bien ancrée. Et donc, ça, voilà, vous n'avez pas pu parler de tout, mais localement, c'est une activité qui est encore assez importante. Alors, oui. Alors, dans cet excellent livre, il y a un tableau qui justement montre combien rapportent les forêts. Alors c'est énorme, parce que bon, on parle pas du gibier, etc. Mais rien que les champignons, le muguet, le ramassage des truffes, c'est plusieurs centaines de millions annuels qui sont issus des produits tout simplement de la forêt aussi. Oui, bien sûr. Ce que je voulais, disons, insister, c'était que le lien entre les habitants d'une commune, notamment, ont un droit d'affouage qui date, et ce droit, ça crée un lien qui est quand même important et qui se perd.
Parce que moi, en 40 ans que je suis arrivé en Haute-Marne, j'ai vu diviser par 3 à 4 le nombre d'affrogistes. Et donc, on va dire, les gens se chauffent aujourd'hui au granulé, mais ils se chauffent de moins en moins. Donc ça fait partie des forêts vivrières. Absolument. D'un autre côté, c'est bien de laisser les vieux bois sur place parce que c'est important pour le développement des animaux, etc. etc. Donc voilà, tout dépend aussi du système. Ça se perd comme le droit de goutte. Mon bon monsieur. Moi, j'aurais voulu souligner le fait que la forêt, c'est quand même une histoire permanente de possession et de dépossession de la forêt. Enfin, de la forêt par les gens. C'est-à-dire que vous en avez parlé avec les forêts royales qui ont fini par déposséder, en fait, un nombre plus important de personnes qui avaient besoin de cette forêt pour le bois, pour se chauffer, pour se nourrir, etc. Et les situations, elles sont quelquefois très différentes. Par exemple, moi, j'habite un village où, en fait, la forêt a été donnée aux habitants. C'est pas la forêt privée de l'État, c'est pas la forêt privée de la commune, c'est la forêt qui a été donnée aux habitants. Et nous, on y tient beaucoup, en fait, à ça. Et je pense qu'on devrait toujours se poser la question de savoir à qui appartient la forêt, même si au cours de l'histoire, effectivement, les statuts ont varié. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien parfois que la forêt soit un bien commun, qu'on puisse aussi en profiter parce que c'est quelque chose qui fait du bien. C'est un endroit où on a encore une certaine liberté. Alors, et donc, moi, j'ai du mal avec cette vision de la forêt où on imagine que quand on pénètre dans la forêt, c'est pour lui nuire. Ben non, c'est pas forcément pour ça. Non, pas forcément. Alors, je voudrais répondre sur votre, si vous le permettez. Ça vaudrait la peine de réfléchir à ça. Sur votre première partie. Je suis d'accord avec vous, on a privé les gens, etc. C'est vrai, mais en même temps, je dirais que les forêts royales, ça a permis de préserver la forêt. Vous voyez, c'est ça aussi le problème. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ces interdits, est-ce qu'il y aurait eu, déjà qu'il n'y avait plus beaucoup de forêts, est-ce qu'il y en aurait eu encore juste tout simplement? Donc on est toujours dans une balance un petit peu compliquée. Quant aux communs, écoutez, vous mettez le doigt sur ce qu'on appelle la tragédie des communs, c'est-à-dire que ce qui appartient à tout le monde, en fait, n'appartient à personne. Et comment c'est exactement la même problématique qui se pose pour l'océan, pour la forêt, pour tout un tas de choses. Et à partir du moment où c'est commun, c'est aussi à tout le monde. Et comment les gens vont l'utiliser, etc. Parce que je pense que vous êtes très respectueuse de la forêt, vous aimez la forêt. Je pense que là, tout à l'heure, on a eu quelques exemples de gens qui, effectivement, quand on voit qu'il y a des débiles profonds qui vont couper les arbres juste pour couper les arbres, les bras nous en tombent, quoi. C'est vrai que... Voilà. Alors, ce que je pense qu'il y a quand même quelque chose qui, encore une fois, je pense que l'éducation est quelque chose de fondamental. Alors, je pense que vous, ici... ne le prenez pas mal, mais vous avez tous eu une éducation où à la campagne, on allait au moins 3 ou 4 fois par semaine ou 2 fois par semaine où l'instituteur nous emmenait dans les bois, quoi. Ne serait-ce que pour écouter les animaux, pour regarder les arbres, etc. Ce qui n'existe plus du tout, ça, aujourd'hui. Et c'est vraiment dommage, parce que je pense que là, il y avait vraiment une pédagogie, il y a une pédagogie à faire avec ça et refaire des... Moi, même à la fac, on faisait des sorties au moins 3 ou 4 fois par an. Quand moi, j'emmenais les étudiants à Montpellier, etc. J'ai essayé de continuer à le faire à Paris quand je faisais de l'enseignement, c'est-à-dire de faire une sortie avec, dans la forêt, de voir les fleurs, les bois, etc. à l'automne, au printemps. Mais ça, c'est de plus en plus difficile, quoi. Et c'est très dommage, parce que rien que ça apprenait énormément le respect et la connaissance, tout simplement, des étudiants et des élèves. Peut-être de manière très modeste, un témoignage.
On a une école à Saint-Dizier qui s'appelle l'école d'Hydro, située à Marnaval pour ceux qui ne savent pas où est d'Hydro, à qui on a confié 2 hectares de forêt. Vous savez que l'école d'Hydro est en proximité de la forêt du Val, et donc de manière à renouer ce lien avec qui est distendu, hein, c'est très clair, pour que les élèves de cette école, qui sont vraiment en lisière de forêt, puissent avoir une petite connaissance du milieu qui est si proche de leur école. On leur a confié 2 hectares qui sont de la forêt municipale. Hein. Enfin, on possède 650 hectares. Et donc, on leur a donné 2 forêts à gérer en lien avec l'ONF et le service, le pôle arbre de la municipalité. Voilà. Ça, c'est super. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question ? Oui, je fais partie d'une association qui a mené une étude sur la forêt de Haute-Marne. Et il est apparu dans nos discussions avec l'ONF, notamment qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre terrible pour l'entretien de la forêt, soit pour replanter, soit pour protéger, aménager et même surveiller, etc. Et nous nous sommes aperçus que, vous parliez un petit peu de l'artisanat en forêt, nous nous sommes aperçus qu'il est vieillissant. Pour ce qui reste des entreprises de travaux forestiers dont l'ONF peut disposer quand elle fait des appels d'offres, c'est souvent infructueux. Les marchés même négociés, sont souvent infructueux. Et donc, je m'aperçois que ce qui va se passer peut-être, c'est que ces artisans vont disparaître et vont être remplacés peut-être par des entreprises très mécanisées qui pourraient détruire en particulier le biotope. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'en pense que vous avez de la chance de dire qu'ils vont disparaître parce que dans les 3/4 des endroits, ils ont déjà disparu. Vous en avez encore quelques-uns dans l'Aude, dans les forêts autour de Foix, de Montpellier, dans la Garrigue, qui ont encore des savoir-faire et autres, parce que c'est des biotopes bien particuliers. Mais ailleurs, ça a pratiquement totalement disparu. Et effectivement, c'est compliqué. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, l'ONF a subi, alors je suis désolée de ce mauvais jeu de mots, mais une vraie coupe rase. Et ce qui se passe sur la forêt, on l'a vu sur l'ONF en l'occurrence. Je rappelle qu'il y a eu quand même une 50aine de suicides en 10 ans. Bonsoir. Oui, j'en profite pour rebondir. Vous ne nous avez pas du tout parlé des coupes rases et du danger que court la forêt avec le bois énergie et la mécanisation de ce type de matériel. Écoutez, vous en avez très bien parlé, encore une fois. On retombe sur ces forêts de rapport. C'est toujours le même problème des assises de la forêt, c'est-à-dire 75% des propriétaires privés. Les propriétaires privés, il faut que la forêt rapporte. Et voilà, c'est un bien de rapport avec tout ce que ça comporte. Et l'écologie, ce n'est pas toujours leur premier objectif. Et les coupes rases, c'est catastrophique. Effectivement. Alors, justement, on parlait de l'ONF qui essaye aujourd'hui de couper, de faire des placettes, de faire des mix de coupes, etc., etc. Mais bon, c'est pas... Vous savez, aujourd'hui, en fait, la forêt, ce qui rapporte, c'est de couper du pin, d'en faire des planches et autres. D'ailleurs, alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en passant en train, j'ai vu qu'il y avait une petite scierie ici. Il n'y a plus de petites scieries aujourd'hui, c'est que des grandes scieries, par exemple. Quand vous voyez, par exemple, les forêts du Morvan, c'est très, très, très intéressant. C'est des forêts magnifiques. C'est des forêts qui ont servi à chauffer Paris pendant 3 ou 4 siècles, avec tous les flotteurs, etc. Depuis la guerre, ça a été uniquement replanté en résineux, et c'est les sapins de Noël. Ben voilà.
qu'est-ce que vous voulez? C'est dire, on ne peut pas faire la révolution partout, mais dénoncer effectivement, essayer de faire de la pédagogie en disant c'est peut-être pas la bonne solution. Qu'est-ce qu'on veut? En fait, c'est toujours la même question, de quelle nature voulons-nous et pourquoi faire, hein. Alors, on a aussi contribué à chauffer Paris à partir de la Marne, a vu bien des trains de Brel partir vers Paris. S'il n'y a plus de questions, je vais me permettre de faire un petit peu de publicité. Alors, il faut vous précipiter demain chez Larcelet pour acquérir l'ouvrage de Madame. Je suis désolé, on aurait dû penser à faire une séance de dédicace. Une fois que vous aurez été chez Larcelet, passez commande, allez également à la médiathèque pour regarder le travail très intéressant de Philippe Delorme qui vient de nous quitter. Philippe Delorme était un enseignant d'histoire-géographie. Il était au Clos Mortier pendant une bonne partie de sa carrière. Et il a travaillé sur les forêts haut-marnaises et, alors ça s'appelle, je crois, forêts et hauts-fourneaux. Et donc il a travaillé sur plusieurs siècles cette problématique de savoir comment nos forêts ont été peu à peu transformées, façonnées pour répondre aux besoins de la métallurgie locale. Et c'est un ouvrage excessivement intéressant. Par ailleurs, comme Madame l'a dit tout à l'heure, Madame Thiebaud l'a dit tout à l'heure, la Première Guerre mondiale a été dévastatrice pour nombre de forêts, notamment la nôtre, notamment dans le nord du département, où notre forêt a largement contribué à fournir du bois aux tranchées et également aux voies ferrées quand les Américains sont arrivés dans le département. Et Philippe avait tenu plusieurs conférences sur le sujet. S'il n'y a plus de questions, je vous propose de remercier encore une fois Madame Thiebaud. Et donc, on vous invite à deux choses. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, laissez votre adresse électronique pour qu'on vous prévienne, si vous le souhaitez, des prochaines conférences. Et puis, si vous pouvez nous donner un petit coup de main en termes de communication, il y a des flyers à votre disposition. Si vous pouvez les... Voilà, vous n'avez pas le choix. Voilà, vous êtes prisonnier. Merci pour votre attention et peut-être au 17 décembre. Au revoir.